Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous corriger le sujet de SVT de l'examen du bac 2024 série D au Togo. Mon nom est Monsieur Dikpo Komlandi Beni. Je suis enseignant des SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et nous commençons maintenant. Partie A. On se propose de déterminer deux anomalies, une chromosomique et une génique chez un fœtus humain. Le document 1 illustre schématiquement une des étapes de la fécondation humaine. Le document 1, c'est ça ici. Document 1. Le nombre de chromosomes est réduit à 2n égale 4. Le couple d'allèles A1, A2 est celui du gène qui contrôle l'anomalie héréditaire. 1. Identifier l'étape représentée sur le document 1. Justifier la réponse. 2. Annoter le document 1 à l'aide des chiffres. 3. La cellule A serait à l'origine d'un fœtus présentant une anomalie chromosomique. Identifier et expliquer à l'aide d'un schéma l'origine de cette anomalie. La cellule A, c'est ça ici. La cellule A. 4. A. Localiser le gène qui contrôle l'anomalie génique. B. Écrire le génotype du fœtus et les génotypes de ses parents. 5. En se limitant au nombre de chromosomes étudiés, en parenthèse 2n égale à 4, écrire la formule chromosomique du fœtus et celle de sa mère. Comme élément de réponse à la partie A. 1. Identification. Formation des pronucléides. Justification. Présence d'un aster. Réplication de l'ADN. Gonflement du noyau. 2. Annotation. 1. Deuxième globule polaire. 2. Pronucléis femelle. 3. Cellule folliculaire. 4. Premier globule polaire. 5. Pronucléis mâle. 6. Aster. 3. Identification. La trisomie 21. Explication. Méiose anormale chez la mère. Donc, ici, on a la méiose, on a 21e paire de chromosomes. Ici, et on a méiose anormale chez la mère, ce qui fait qu'on a obtenu, après cette méiose anormale, l'ovocyte 2 avec les deux lots de chromosomes et le premier globule polaire est vide. Chez le père, la méiose est normale. Donc, après la méiose, voici les deux spermatocytes 2 qu'on a obtenus et on a eu une répartition, séparation équitable des chromosomes dans chaque spermatocyte 2. Maintenant, pour la fécondation, quand il y aura évolution, quand il y aura fusion entre le spermatocyte, entre l'ovocyte 2, quand il y aura fusion entre l'ovocyte 2 de la mère contenant deux chromosomes, contenant deux chromosomes de la 21e paire et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux chromosomes de la 21e paire, et celle de la mère contenant deux
ce qu'on aura dans le spermatozoïde, après la fécondation, on va se retrouver avec trisomie 21. Donc voici l'illustration ou bien le schéma qui explique l'origine de la trisomie 21. 4. A. Localisation. Le gène est porté par le chromosome X. B. Génotype. Pour le fœtus, c'est XA1 sur XA2. Père, on a XA1 sur Y. Mère, XA1 sur XA2. 5. Formule chromosomique du fœtus. 2N égale à 3 plus XX. Formule chromosomique de la mère. 2N égale 2 plus XX. Partie B. Pour comprendre les phénomènes électriques qui naissent au niveau des fibres nerveuses et musculaires, on réalise une série d'expériences en utilisant le montage expérimental du document 2. Le document 2, c'est ça. Expérience 1. On porte en E2 une stimulation efficace. Les figures A et B du document 3 sont les tracés enregistrés respectivement au niveau de O1 et O2. Figure A, figure B du document 3. 1. Identifier et justifier chaque tracé du document 3. Expérience 2. On porte en E1 une stimulation efficace et on enregistre les DDP avec O1, O2 et O3. Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau suivant. O1, oscilloscope O1, O2, O3, moins 60, plus 30, plus 30. 2. A. Identifier les phénomènes électriques enregistrés avec O1, O2 et O3 tout en indiquant leur amplitude. B. Déduire alors la nature de la synapse L1, N3. Expérience 3. On applique une stimulation électrique efficace en E3 et on enregistre les phénomènes électriques. Figure C du document 4. Figure C du document 4. Donc, figure C, c'est ça. Grâce à l'oscilloscope O4 placé au niveau de la membrane postsynaptique. 3. Interpréter la figure C du document 4. Expérience 4. On reprend la stimulation en E3, cette fois-ci en présence du curare dans la fente synaptique. On enregistre sur l'oscilloscope O4 les phénomènes électriques de la figure D du document 4. Figure D du document 4. 4A. Analyser la figure D du document 4. B. Formuler une hypothèse pour expliquer l'action du curare. C. Quelle sera la conséquence de l'action du curare sur la fibre musculaire? Comme élément de réponse, partie B. 1. Identification et justification. Figure A. Potentiel de repos, car la différence de potentiel est égale à moins 110 mV. Figure B. Potentiel d'action monophasique avec hyperpolarisation, car il débute par un potentiel de repos avec une amplitude de 100 mV. 2. A. Identification.
En O1, PPSE, l'amplitude est de A1 égale à moins 60 mV, moins 70 mV, d'où A1 égale à plus 10 mV. En O2, potentiel d'action, l'amplitude est de A2 égale plus 30 mV, moins 70 mV, d'où A2 égale à plus 100 mV. En O3, potentiel d'action, l'amplitude est de A3 égale à plus 30 mV, moins 70 mV, d'où A3 égale à plus 100 mV. Petit b, déduction, synapse excitatrice. 3. Interprétation de la figure C. A. Artefact correspondant à l'instant précis où l'excitation a atteint l'axone. AB. Phase de latence correspondant au temps mis par l'influx nerveux pour atteindre la terminaison axonique. BC. Potentiel de plaque dû à la dépolarisation locale de la fibre musculaire. CD. Dépolarisation de la fibre musculaire due à l'entrée massive des ions Na+. DE. Repolarisation de la fibre musculaire due à la sortie des ions K+. EF. Hyperpolarisation due à une sortie persistante des ions K+. FG. Retour au potentiel de repos dû à la sortie des ions Na+, et à l'entrée des ions K+, grâce à la pompe sodique. 4. A. Analyse de la figure D. Il s'agit d'un PPSE dont l'amplitude est inférieure au seuil. B. Hypothèse. Le curare empêcherait la transmission synaptique, ou bien le curare inhiberait l'action du neuromédiateur, ou encore le curare empêcherait la fixation du neuromédiateur sur ses récepteurs postsynaptiques. Ces conséquences: l'absence de la contraction musculaire ou relâchement de la fibre musculaire. Partie C. Le cœur est un organe autonome qui peut subir l'influence du système nerveux et de certains facteurs. Pour comprendre l'action des nerfs 10 sur le rythme cardiaque, on réalise des expériences suivantes. Expérience 1. On sectionne le nerf 10 droit, puis le nerf 10 gauche d'un lapin anesthésié. Les résultats des enregistrements sont obtenus sont représentés dans le document 5. Dans le document 5, ici on a section du nerf 10 droit, section du nerf 10 gauche. Donc on va parler de ce qui se passe avant la section du nerf 10 droit et ce qui se passe après la section du nerf 10 droit et ce qui se passe après la section du nerf 10 gauche. 1. Analyser l'ensemble des enregistrements obtenus. 1. Analyser l'ensemble des enregistrements obtenus. 2. Formuler une hypothèse pour expliquer le rôle des nerfs 10 sur le fonctionnement du cœur. 3. Représenter et justifier les enregistrements
qu'on aurait obtenu si la section était portée sur un nerf orthosympathique moteur du même lapin anesthésié. Expérience 2. On réalise des expériences de stimulation pendant 22 secondes, puis pendant 20 secondes des bouts périphériques des nerfs dissectionnés. Les résultats obtenus sont ceux du document 6. Le document 6, voici le document 6. Voici le document 6. Fréquence cardiaque, battement en battement par minute, en fonction du temps. A. Analyser le document 6 et conclure sur le rôle des nerfs sectionnés. B. Qu'aurait-on obtenu si la stimulation était portée sur les bouts centraux de ces nerfs sectionnés? Justifiez la réponse. Expérience 3. On place un chien dans une enceinte où l'air n'est pas renouvelé. Chien asphyxié. On enregistre les variations de sa pression artérielle mesurée au niveau de l'artère fémorale comme le montre le document 7. Le document 7, c'est ça. Pression artérielle en centimètres de mercure. Voilà. Et ici, on a asphyxie du chien. 5a. Quel est le facteur dont l'action sur le cœur est étudiée? B. Interpréter les variations de la pression mesurée. Comme élément de réponse pour la partie C. 1. Analyse. Avant la section, le rythme ou la fréquence est normal et l'amplitude est constante. Après la section du nerf 10 droit, il y a augmentation de la fréquence et une légère augmentation de l'amplitude. Après la section du nerf 10 gauche, la fréquence est encore plus grande, mais l'amplitude est constante. 2. Hypothèse. Les nerfs 10 seraient des nerfs cardio-modérateurs. 3. Représentation. Ici, on a ici action de la section du nerf orthosympathique moteur. La section. On a l'action de la section du nerf orthosympathique moteur. Justification. La section du nerf orthosympathique annule le rôle cardio-accélérateur du système orthosympathique sur le cœur. 4a. Analyse du document 6. Avant chaque stimulation, la fréquence cardiaque est constante et égale à 135 battements par minute. Durant chaque stimulation, la fréquence diminue à 30 battements par minute. Conclusion. Sur le rôle, les nerfs 10 sont des nerfs cardio-modérateurs moteurs. B. On n'aurait aucune réponse. Justification. L'influx n'est pas centripète, ou bien l'influx est centrifuge. 5a. Facteur. La teneur en CO2. B. Avant l'asphyxie, la pression artérielle est constante et égale à 12 cm de mercure.
Lorsque le chien est asphyxié, on note l'augmentation de la pression artérielle. Cette augmentation est due à la stimulation des chémorécepteurs suite à l'augmentation de la teneur en SO2 dans le sang. L'influx né stimule le centre cardio-accélérateur pour l'accélération du rythme cardiaque qui fait augmenter la pression artérielle. Partie D. Pour étudier les effets de certaines hormones sur la régulation de la glycémie, on réalise les expériences suivantes. Expérience 1. On dispose de 2 lots de chiens. Lot 1, chiens normaux. Lot 2, chiens ayant épuisé leur réserve hépatique en glycogène. On injecte autant T1 du glucagon aux chiens des 2 lots. Puis, on suit l'évolution de leur glycémie au cours du temps. Les résultats obtenus sont représentés sur le document 8. Le document 8, c'est ça. Glycémie en fonction du temps. CNB, C1 et C2 représentent respectivement les variations de la glycémie des chiens du lot 1 et du lot 2. 1. Analyser la courbe C1 en vue de dégager l'effet du glucagon sur l'évolution de la glycémie chez les chiens du lot 1. 2. Comparer les courbes C1 et C2 en vue d'expliquer les différences constatées. Donc, C1 c'est ça ici en point. C1 est en point, en trait plein. C1 en trait plein, C2 en pointillé. Donc, 2. Comparer les courbes C1 et C2 en vue d'expliquer les différences constatées. Expérience 2. On dose le glycogène hépatique chez un animal pancréatectomisé, puis on lui injecte de l'insuline. Les résultats sont représentés sur le document 9. Voici le document 9. Le document 9. Taux de glycogène hépatique en fonction du temps. 3. À partir de l'analyse du document 9, déduire l'action de l'insuline sur le foie. Expérience 3. On place un fragment de muscle dans 2 milieux glucosés. L'un contenant de l'insuline, l'autre non. On dépose la quantité de glucose prélevée par les cellules musculaires et la quantité de glycogène musculaire. Les résultats figurent dans le tableau suivant. Glucose prélevé par les cellules musculaires. Glycogène musculaire. Milieu sans insuline. Milieu avec insuline. Voilà les valeurs, les résultats de chaque milieu. 4. Interpréter les résultats de cette expérience. 5. À partir de l'expérience précédente, démontrer que l'insuline et le glucagon sont 2 hormones antagonistes. Comme élément de réponse pour la partie D. 1. Analyse de la courbe C1. Avant l'injection du glucagon, la glycémie est normale et égale à 1 g par litre. Après l'injection du glucagon, la glycémie augmente pendant 2 heures de temps, puis diminue progressivement vers la valeur normale. Effet du glucagon. Hormone hyperglycémiante. 2.
Comparaison des courbes C1 et C2. Avant l'ingestion du glucagon, la glycémie est normale et constante pour les deux lots. Après l'ingestion du glucagon, la glycémie des chiens du lot 1, en parenthèse C1, augmente pendant 2 heures alors que celle des chiens du lot 2, en parenthèse C2, reste toujours constante. Après les 2 heures, la glycémie des chiens du lot 1 diminue vers la valeur normale, alors que celle des chiens du lot 2 reste toujours constante. Explication. Cette différence pendant les 2 heures s'explique par le fait qu'au niveau des chiens du lot 1, il y a une glycogénolyse sous l'action du glucagon, alors qu'au niveau des chiens du lot 2, il n'y a pas eu de glycogénolyse par absence de glycogène hépatique. Le retour à la normale de la glycémie des chiens du lot 1 après les 2 heures est dû à la production de l'insuline. 3. Analyse du document 9. Avant la pancréatectomie, le taux de glycogène hépatique est constant et égal à 2,8 g par 100 g. Après la pancréatectomie, le taux de glycogène diminue progressivement jusqu'à 0,2 g par 100 g vers la 37e heure. Après injection de l'insuline, le taux de glycogène hépatique augmente rapidement de 0,2 g par 100 g à 3 g par 100 g. Réduction de l'action de l'insuline sur le foie. L'insuline stimule la glycogénogenèse. 4. Interprétation. La quantité de glucose prélevée et de glycogène musculaire est plus élevée en présence d'insuline qu'en absence d'insuline. L'insuline favorise l'entrée du glucose dans les cellules musculaires et la glycogénogenèse musculaire. 5. Démonstration. L'insuline stimule la glycogénogenèse alors que le glucagon stimule la glycogénolyse, d'où ces deux hormones sont des hormones antagonistes. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez un j'aime sur la vidéo pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.